Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à la Croisée des mots. Je m'appelle Hugues Bourdon-Mouchel. Je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue ce soir. En fait, je vous ai dit bonsoir, mais je vois qu'il y a encore un petit peu des dernières lueurs du soleil grâce au changement d'heure. Alors, je vous dis bonjour. Merci beaucoup d'être des nôtres pour cette Croisée des mots ce soir avec l'auteur Guy Bélisère. Pour ceux qui ne connaissent pas la Croisée des mots, c'est la même formule à toutes les fois, étant donné qu'on a à peu près une heure ensemble. On va bien sûr avoir des petits discours d'usage a priori. Ensuite de ça, on va passer à une lecture de notre auteur invité. Et puis ensuite, l'essentiel de l'heure est consacré à une entrevue, finalement, une séance questions-réponses. J'ai plusieurs questions que j'ai préparées pour notre auteur, M. Bélisère, mais vous aussi, à la croisée des mots, vous pouvez participer, ce qui rend la chose d'autant plus intéressante. Et que vous soyez avec nous via Zoom ou par Facebook, parce qu'on est diffusé en même temps sur Facebook, eh bien, vous pouvez participer. C'est très simple. Si vous êtes avec nous par Zoom, vous pouvez envoyer vos questions par la fonction questions-réponses ou Q&A en anglais de Zoom. Et puis ces questions-là, je vais peut-être en poser quelques-unes durant mon entretien. Et puis si vous êtes par Facebook avec nous, il n'y a pas de problème. Dans le champ commentaire sous la vidéo, vous posez votre question et des questions me seront relayées tout au long de l'entrevue. Alors, je vous en prie, n'hésitez pas. La Croisée des mots, c'est une initiative de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, l'AAOF, en collaboration avec la Bibliothèque publique de Toronto, le Salon du livre du Grand Sudbury et la Bibliothèque publique d'Ottawa. Le but de la Croisée des mots, favoriser la rencontre du public avec des auteurs et des autrices de chez nous et pour ainsi apprécier la richesse de la littérature franco-ontarienne. Bien sûr, la Croisée des mots est rendue possible grâce à nos généreux bailleurs de fonds que l'on tient à remercier, le Conseil des arts du Canada, la Ville d'Ottawa, le Conseil des arts de l'Ontario, le gouvernement de l'Ontario et Patrimoine canadien. Et tant moins que l'AAOF, on se situe sur le territoire d'Ottawa et on tient à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés ce soir font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Et comme je vous disais, il y a différents partenaires de saison pour la Croisée des mots. Il y en a un qui est associé à chacune des, ou à chacun plutôt des épisodes. Et ce soir, la Croisée des mots, elle se fait en partenariat avec la Bibliothèque publique de Toronto. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Peter Kupidura, spécialiste des services en français de la Bibliothèque publique de Toronto, pour qu'il fasse la reconnaissance du territoire pour sa région et bien sûr pour nous livrer son message au nom de son institution. Bonsoir, Peter. Bonsoir Hugues, merci. Bonsoir Gulizar. Bonsoir Aude pour Yves. Et je voudrais seulement dire que je suis heureux de me joindre à vous pour cet épisode de La Croisée des mots proposé par l'Association des auteurs et auteures de l'Ontario français et de la Bibliothèque publique de Toronto. Parce que cette émission est pleinement consacrée à Guy Bélizard, auteur bien reconnu et apprécié. Je tiens à souligner que ces livres sont présents dans nos collections, en fait, en format papier que numérique. Puisque nous partageons le même espace pour cette rencontre littéraire virtuelle, je voudrais également affirmer que la Bibliothèque publique de Toronto est située sur des terres autochtones et sur le territoire bol à une seule cuillère. Il s'agit du territoire traditionnel de la Confédération des Haudenosaunee, des Wendat et de la Première Nation Mississauga des Crédits. La Bibliothèque publique de Toronto remercie vivement ces nations autochtones d'avoir protégé ces territoires. Merci. Un beau programme. Merci beaucoup, Peter. Et merci aussi à la Bibliothèque publique de Toronto de faire partie de cette initiative. Guy Bélisère, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, Hugues. Merci. Merci de me recevoir. Merci à l'Association des auteurs de l'Ontario français, aux différents partenaires et aussi à la Bibliothèque publique de Toronto. Vous venez, Guy, de faire publier Mémoire vagabonde aux éditions Terre d'accueil et je présume, on n'en a pas discuté, vous et moi, mais je présume que si vous avez un extrait à lire, c'est de ce recueil-là qui vient de paraître il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Alors, Allez-y, on vous j'ai écoute. choisi deux extraits, et particulièrement parce que dans les deux cas, ça parle d'Haïti. Et compte tenu du contexte actuel, c'était ma façon à moi de saluer le pays et sa population, de montrer ma solidarité. Alors, le premier extrait est tiré d'une nouvelle qui a pour titre Massillon. Je commence. Il faisait chaud, d'une chaleur qui pourchassait sans pitié les habitants de l'île jusque dans les moindres recoins, forçant les plus fortunés à rester dans les hauteurs, au frais, à l'abri du tracas et des dangers. Les autres
la majorité, à la recherche de la vie qui s'éloignait sans cesse d'eux, n'avaient d'autre choix que d'offrir leur peau à un soleil vorace qui s'en nourrissait goulûment. On ne se protégeait plus de la poussière, on faisait avec. Après tout, ce n'était pas le pire des fléaux qui frappait la ville. Alors, les gens déambulaient comme s'ils se foutaient de tout. Chaleur, poussière, bruit des klaxons, ordures et débris. Il fallait bien les observer pour remarquer leur frayeur. Elle se lisait dans leurs yeux, dans ce regard méfiant, fuyant, craintif, car tous ceux qu'ils croisaient pouvaient incarner le danger. C'était leur lot quotidien. Et ils avaient appris à s'y adapter. Que faire d'autre sinon apprivoiser le mal? Dompter la peur qui répandait son odeur sur toute la ville, même dans les hauteurs. Le deuxième extrait est tiré d'une nouvelle qui a pour titre en l'énigme. C'est l'histoire d'un homme qui retourne en Haïti après plusieurs années d'absence. Alors, je raconte dans les dernières heures de son séjour. Jean avait décidé que le sommeil ne ferait pas partie de son programme. C'était sa dernière nuit au pays et, avant son départ prévu pour le lendemain, il voulait profiter de chaque heure, chaque minute. Il venait de passer les plus belles vacances de sa vie. Un mois rempli d'émotions et aussi, il faut le dire, de déceptions. Cependant, ces dernières, il les avait reléguées au second plan, donnant toute la place au côté positif de son séjour. Bien sûr, il avait été navré de voir l'état de décrépitude de son pays, la saleté omniprésente et la misère qui s'étendait sur presque toute la population. Les belles images qui jusque-là peuplaient ses souvenirs avaient cédé la place à un tableau pitoyable, triste à pleurer. Pourtant, malgré cette constatation, le fait de se retrouver dans son patelin natal après tant d'années l'inondait de sentiments de bien-être indescriptibles, comme quand on remet ses vieilles pantoufles après une journée de travail et que, du coup, tout le corps se met à relaxer. On se sent toujours plus confortable dans son humble logis que dans le château d'un autre. Et Jean, en dépit de sa longue absence, se sentait chez lui, à sa place, avec les siens. Chaque rue lui rappelait un souvenir, une anecdote, une histoire qui refaisait surface après un temps d'hibernation. Il se plaisait à ressentir cet air chaud et humide qui lui caressait le visage, comme pour lui souhaiter la bienvenue. Il s'enivrait de cette odeur particulière qui émanait de la terre, odeur de son enfance, longtemps enfouie dans un coin de sa mémoire et qui maintenant envahissait non seulement ses narines, mais chaque pore de sa peau. Haïti chérie, tant aimé et pourtant abandonné. Haïti chérie, toujours prête à accueillir ses enfants sans reproche. Voilà. Merci beaucoup, Guy. Ben, vous l'avez dit, deux extraits, bien sûr, qui parlent d'Haïti, comme bon nombre de vos nouvelles dans Mémoire vagabonde. En fait, même quand on n'est pas à Haïti, on finit par rencontrer des Haïtiens dans vos mémoires, d'après ce que j'ai compris. Quand on lit votre biographie, on sait que vous êtes né à Cap-Haïtien. À 20 ans, vous avez quitté votre pays natal pour vous établir au Québec. Vous avez fait, bon, vos études universitaires. Vous avez travaillé au sein de l'administration publique fédérale. Vous avez publié en 2017 chez l'Interligne un premier recueil de nouvelles intitulé À l'ombre des érables et des palmiers. Ensuite, vous avez publié un roman, Rue des rêves brisés, encore une fois, toujours chez l'Interligne. Et puis là, vous revenez avec Mémoire vagabonde cette fois-ci. Mais comme je le dis, puis comme on l'entendait, vous avez quitté Haïti il y a maintenant plus de 40 ans. En fait, je disais votre biographie, mais c'est un petit peu plus de 40 ans. Haïti vous a pas quitté, par contre. Non, Haïti ne m'a pas quitté. Je crois que ça va être comme ça toute ma vie, quoi. J'ai eu la chance de vivre 20 ans dans ce pays et à une époque, quand, malgré la dictature on était mieux qu'aujourd'hui Hmm. et avec quand même un peu plus d'ordre et de sécurité.
Alors, ce pays m'habite, hein. J'ai passé de belles années et je crois que c'est comme ça pour moi, mais c'est comme ça pour beaucoup d'autres aussi. Ouais. Vous devez suivre évidemment qu'est-ce qui se passe, j'imagine, dans l'actualité. Là, on apprenait qu'Ariel Henry allait démissionner. Je pense que ça a été annoncé tard hier ou tôt ce matin. Quel effet ça vous fait de voir ce qui se passe encore là-bas? Même si vous êtes ici, même si ça fait 40 ans. Euh, je- pour tous les Haïtiens, je pense que ça nous fend le cœur. Et c'est un pays qui connaît des difficultés de toutes sortes. À chaque fois, on pense que c'est fini, que ça n'ira pas plus bas, mais on est toujours surpris de voir que oui, la déchéance continue. Cependant, malgré tout, je crois que les Haïtiens gardent espoir qu'un jour ça changera. Hmm. Parce que ce pays a connu un passé si glorieux, il ne peut pas mourir comme ça. Alors, c'est une question de temps, une question de génération peut-être, mais tôt ou tard, les choses finiront par s'arranger. J'admire votre optimisme, votre espoir. On va revenir à l'espoir parce que ça revient dans vos écrits. D'ailleurs, je trouve ça intéressant, mais je garde ça pour plus tard. J'aimerais commencer par le début parce que, bon, on l'a dit, vous êtes arrivé au Canada il y a un petit peu plus de 40 ans. Pourquoi le Canada? Pourquoi le Canada? Parce que dans le temps, quand je suis arrivé, je viens d'une grande famille, on était 12 enfants et la majorité était déjà au Canada. Hmm. Alors, c'était une façon d'avoir la famille, tout le monde dans le même pays. Dans ce temps-là, il est resté en Haïti, mon père, ma mère et mes deux petits frères. Alors, c'était plus facile pour nous de venir et de suivre le reste de la famille, quoi. Hmm. Je comprends. Est-ce que vous écriviez déjà à cette époque-là? Non, j'y pensais, mais Oui. comme tous les adolescents, je pense qu'on passe une période où on écrit, on essaie d'écrire. On essaie d'écrire des poèmes Oui. à la fille avec qui on sort, on écrit des acrostiches. Oui, ça, je le faisais. Mais c'était pas quelque chose que je planifiais faire plus tard, même si je crois qu'inconsciemment, je l'avais en moi, parce que je lisais beaucoup. Et à mon avis, la lecture, c'est la meilleure école si on veut écrire, si on veut Mhm. apprendre à écrire. Ah ben, clairement, je vois votre bibliothèque derrière vous. Vous aimez toujours lire. C'est votre famille qui J'aime vous a toujours transmis lire. cet amour. C'est votre famille qui vous a transmis l'amour de la lecture? On lisait beaucoup chez vous? Pardon? Est-ce qu'on lisait beaucoup chez vous? Ça vient d'où cet amour de la lecture? On lisait relativement, oui. Ma mère surtout lisait beaucoup de. Dans le temps, on avait ce qu'on appelle les romans photos. Hmm? Et bon, évidemment, les plus vieux, les frères et les sœurs, tout ça lisait aussi. Mais je pense qu'en général, je dis pas qu'on était malade de lecture, mais tout le monde lisait. Et dans ce temps-là aussi en Haïti, il y avait ce qu'on appelait les livres cowboys. C'était des bandes dessinées, mais tout le monde se les passait. Donc, oui, on lisait pas mal. Hmm. Oui, c'est vrai que la bande dessinée, puis moi, je veux dire, j'ai un jeune garçon, puis moi, j'ai commencé à lire grâce à Tintin. Je pense que c'est un petit peu universel pour bien des gens, même des amoureux des mots, à quel point la bande dessinée, finalement, devient une entrée vers l'univers littéraire. Qu'est-ce que vous lisiez quand vous étiez jeune à part ça? Qu'est-ce qui vous a, quels étaient les premiers romans que vous avez lus? Les premiers romans, je me souviens du Clan des Cinq, Ah, le Club des Sept, les Bob Moran, les Doc ah oui. Savage. Plus tard, il y a eu des Évacos, il y a eu Guy Descartes. Donc, ça a été tout un apprentissage pour après arriver à lire un peu de tout. Beaucoup de romans policiers dans le temps. Donc, évidemment, il y avait aussi les auteurs haïtiens qu'on lisait. Mais jeune, c'était vraiment les Bob Moran, les Tintins qui nous passionnaient, quoi. Hmm. Donc, vous n'avez pas commencé à écrire dès votre jeune âge, mais à un moment donné, vous avez décidé de commencer à écrire, puis commencer à publier ensuite, plus tard dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a mené à ça? Je crois que, comme je le disais tout à l'heure, dès le départ, il y avait un amour enfoui quelque part. Dans la vingtaine, j'ai commencé à y penser sérieusement. Ah oui. Je me souviens encore des cours que je suivais à l'université et quand c'était pas intéressant, bon, on écrivait des poèmes et j'ai la chance de garder encore ces cahiers-là. Donc, souvent, je tombe sur des choses que j'ai écrites il y a 40 ans et puis je suis surpris. Ah oui, dans quel Quand sens? j'étais à l'Université de Montréal, on avait fondé le Journal des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal. Ça aussi, c'était un genre d'apprentissage. Ensuite, j'ai collaboré à quelques journaux émergents.
juste pour essayer d'avoir un peu de métier. Et par la suite, c'est devenu plus sérieux. Il y a quelques années, j'avais soumis mon manuscrit à des maisons d'édition. Évidemment, j'ai pas été publié, mais ça ne m'a pas découragé. Euh, Après, les enfants, la famille, le travail, euh, j'ai pas oublié mes projets, mais ça a été comme mis sur la glace pour s'occuper de carrière, famille et tout. Ouais. Alors, une fois la retraite, évidemment, là, c'est ressorti avec force. Et puis, depuis ce temps-là, l'écriture m'accompagne et je pense que ça va m'accompagner toute ma vie. Ben, on l'espère, nous les lecteurs. Donc, votre premier recueil publié, c'est celui-ci, À l'ombre des érables et des palmiers. Vous le traîniez depuis longtemps, ce recueil-là, en vous, ces nouvelles-là? Parce que vous avez, est-ce qu'il y avait des trucs là-dedans que vous avez ressortis de votre tiroir d'il y a très longtemps? Définitivement, il y a Ah oui. de ces histoires-là qui ont été écrites ou bien qui ont été ébauchées il y a quelques années. Et sous d'autres formes, j'avais essayé de le publier, ça n'avait pas fonctionné. C'était pas le bon moment. Mhm. Et quand ça a été publié par l'Interligne, je crois que c'était le bon moment. Tout vient à point à ce qui est à attendre, d'après ce qu'on dit. Alors, c'est sorti ça, à l'Interligne, et puis je pense que ça a été très apprécié. Et puis, il faut dire que ça donne aussi le goût de continuer, quoi. Oui. Quand on voit qu'il y a un éditeur qui a accepté le manuscrit, qui l'a publié, on reçoit des commentaires. Donc, ça, c'est comme un boostage pour continuer. Et pourquoi les nouvelles en premier? Pourquoi vous avez commencé avec un recueil de nouvelles? Dans le temps, je pensais que c'est un genre que j'affectionne, définitivement. Et j'avais commencé comme ça parce que la nouvelle et le roman, c'est différent, mais la nouvelle, il faut quand même, en peu de mots, réussir à bâtir quelque chose. Mhm. Je Bon, c'est un pensais, art en soi, hein? C'est pas. c'est un art en soi, et j'ai commencé par ça. Je pensais que c'était plus facile, je me disais que c'était plus facile, parce que la différence avec, la grande différence avec le roman, c'est que le roman, ça demande plus de souffle. Oui. Une histoire qu'on peut raconter en 3-4 pages, un roman en 150, 200. Alors, j'avais commencé avec les nouvelles. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que en moi, il y avait cet amour pour la nouvelle, pour les histoires brèves, mais qui dit tout, en peu de mots. Mm. Puis on y reviendra à votre roman Rue des rêves brisés un peu plus tard. Donc là, vous, après donc un premier recueil de nouvelles, un roman, comme je dis, on y reviendra. Puis la mémoire vagabonde, donc ce recueil de nouvelles, quinzaine de nouvelles. Dans quelle mesure ce sont vos mémoires à vous, Guy? Une bonne partie, ce sont mes mémoires à moi. Oui, Et ça ne veut pas dire que ce sont des histoires dans lesquelles j'étais l'acteur principal. d'accord. Évidemment, tout ça est enrobé aussi d'imagination, mais ce sont mes mémoires en moi. Et puis, il y en a plusieurs que j'ai vécues ou quelqu'un qui m'était très proche a vécu. Et des histoires qui ont refait surface après quelques temps. Mais dans l'ensemble, elles sont toutes vraies. Ah oui. D'une forme ou une autre, elles sont toutes vraies, Donc, vous avez connu un instituteur comme Maître Clérimont? définitivement. Oh boy. Et les gens avec qui je suis allé à l'école, certains de mes anciens condisciples, quand ils lisent la nouvelle, ils savent de qui je parle. Ah oui, hein? Tout Donc, de suite. parce que par la suite, on se raconte dans cette histoire-là, on se raconte ces anecdotes de cet homme Oui. que j'ai revu vraiment une Oui. fois que j'étais retourné en Haïti et qui m'a dit les mêmes mots. Il dit, je sais que tu te débrouilles très bien parce que tu as eu un bon prof. Donc, pour lui, il était un bon prof. Oui, oui, oui. Alors, mais toutes les histoires, oui, il y a un fond de vérité dans toutes les histoires. Hmm. On laissera les lecteurs juger si, selon eux, selon elles, Maître Quirimon est un bon prof. Et puis, ben, je veux pas non plus trop vendre de mèche, mais bon, il y a 15 nouvelles et puis il faut bien en parler. Le cambrioleur, là, qui se saoule la gueule au cognac, là, dans quelle Oui, mesure c'est vrai, ça, je suis curieux. ça, c'est enrobé pas OK. mal d'imagination. Ce qui est vrai, c'est que je connais beaucoup de gens, et même à moi, c'est arrivé que il y a quelqu'un qui arrive pour X raison, pour arranger quelque chose, et puis tout de suite augmente le prix. Hmm.
Et donc ça c'est quelque chose qui arrive souvent. En fait, compte, c'est un aspect que je voulais souligner en écrivant cette nouvelle-là. Ah ouais. Un truc qui revient aussi beaucoup, j'ai trouvé dans ce recueil de nouvelles, c'est le destin. On dirait que certaines choses arrivent et puis pas, je ne veux pas dire que c'est nécessairement tracé d'avance, mais bon, c'est comme ça. Hein, je pense à la première nouvelle, entre autres, où des fois, Ouais. c'est un coup du sort qui a une incidence. Vous croyez au destin, Guy Bélisard? Je crois au destin. Apparemment, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de hasard. Et cette nouvelle-là que vous mentionnez, ça aussi, c'est une histoire vraie. Bon, le nom a été changé, mais c'est quelqu'un que j'ai connu, que j'ai rencontré au centre-ville de Montréal et qui n'était plus la personne que j'avais connue. Mhm. Donc, en quelque sorte, je connais aussi d'autres personnes qui apparemment ont tout fait pour essayer de réussir leur vie. Et pour X raisons, on dirait que certaines personnes, le sort s'acharne sur eux. Ouais. Parce que des fois, on réussit, pas nécessairement parce qu'on est plus intelligent ou qu'on est meilleur qu'un autre, mais les circonstances arrivent, on fait des rencontres et puis qui nous favorisent, alors que d'autres font des rencontres qui les défavorisent. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Alors, pour lui, les dieux l'ont oublié. Oui, d'ailleurs, c'est pas mal le titre de la nouvelle. Je rappelle, mesdames et messieurs, on a beaucoup de gens qui sont avec nous ce soir. Je vous remercie d'être des nôtres à la croisée des mots avec Guy Bélisère. Vous pouvez poser des questions, vous aussi. J'en ai encore plein. C'est pas pour moi que je dis ça, c'est pour vous. Mais n'hésitez pas, il y a la fonction question-réponse ou question and answer. Si votre Zoom est en anglais, donc vous pouvez utiliser cette fonction si vous êtes avec nous par Zoom. Et si vous nous suivez sur Facebook en temps réel, n'hésitez pas à aussi poser des questions par l'entremise du champ commentaire. Et ces questions-là me seront relayées tout au long de l'entrevue. Donc, je vous en prie, n'hésitez pas à nous en parler, à nous dire aussi ce que vous ressentez au fil de notre conversation. J'en profite pour entrer dans un autre thème, et un thème, je pense, qui clairement vous a touché beaucoup tout au long de votre vie. On voit dans vos nouvelles et dans votre roman aussi, puis on va y revenir plus tard, comme je vous disais, que vos personnages sont souvent confrontés au racisme. Mhm. Pourquoi c'est si important pour vous de le mettre en exergue comme ça? C'est très important parce que c'est quelque chose qui existe, Mhm. c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Et parfois aussi, les gens ne sont même pas conscients. Ouais. Alors souvent, dans mes nouvelles, ce que j'essaie de faire, c'est de sensibiliser les gens. Je ne prétends pas que ça va disparaître. Je pense qu'on a tous en nous certains préjugés qu'il faut reconnaître et sur lesquels il faut travailler pour ne pas, comment dirais-je, ne pas nuire aux autres. Mais on connaît tous des histoires des gens qui ont été victimes. Et ce qui est sournois dans ce fait-là, c'est que souvent on peut être victime sans même le savoir. Hmm. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans notre dos, qu'est-ce qui est dit dans les écoles, dans les hôpitaux ou n'importe où. C'est quelque chose qui existe. Il Ouais, faut dans les milieux de continuer à en travail, parler. hein? Oui, il faut continuer à en parler et il faut faire en sorte que ça change. Ça change, que euh, certaines consciences s'ouvrent davantage parce qu'on vit dans un monde qui est très diversifié. Ouais. Euh, Malgré tout, là encore, tantôt je parlais d'espoir en Haïti, je crois que les choses se sont améliorées et s'améliorent encore. Oui. Mais le mal est toujours là. Le mal est toujours là et il faut le dénoncer, il faut continuer. Et je crois que dans mes écrits, probablement, il va y avoir d'autres histoires comme ça aussi qui va viser à conscientiser les gens, à les sensibiliser, à dénoncer le racisme. Hmm. Pour vous, quand vous écrivez cela, que ce soit, bon, peut-être tout à fait fictif ou peut-être malheureusement tirant ses racines de quelque chose qui vous est arrivé ou à quelqu'un que vous connaissez, est-ce que c'est difficile? Comment vous vivez ça, cet acte-là d'écriture, par rapport à quelque chose qui peut être en fait si néfaste? Comment je vis ça? Je Dans quelle dirais pas mesure que ça ça vient gratter le bobo, en d'autres mots? Oui, on va gratter le bobo, mais ce qui m'arrive souvent, c'est que les gens me lisent et me disent, oui, ça m'est arrivé. Ouais. Euh, D'un autre côté aussi, il y a des Blancs qui me lisent et qui vont me dire, ah, maintenant je comprends. Hmm. Donc, parce que c'est sûr,
tout à l'heure, je disais qu'il faut dénoncer le racisme, mais quand on ne le dénonce pas, quand on ne réagit pas, c'est parce qu'on l'encourage aussi. Et parfois, on peut l'encourager sans s'en rendre compte. Si on voit quelque chose qu'on ne dénonce pas, on laisse faire, ça veut dire que l'autre va continuer encore. Et puis, on a été en quelque sorte complice. Hmm. Hmm. Donc, voilà, je grattais le bobo, oui, mais il faut dire la vérité. Je dis souvent que j'essaie euh, de décrire ou de parler de la condition humaine. Oui, Et cette condition humaine-là, ça peut être le racisme, ça peut être la discrimination, ça peut être l'injustice. Allons des érables et des palmiers, il y a des choses qui se passent en Haïti aussi et puis qui ne sont pas très jolies. oui. Alors, je dis souvent que la bêtise est universelle. Alors, si ce n'est pas le racisme, ça va être autre chose. Et puis, les gens vont essayer de trouver une façon de discriminer l'autre, mais tout en montrant que moi, je suis meilleur parce que je suis grand, je suis gros, je suis petit, j'ai les yeux de telle façon. Alors, c'est peut-être le propre de l'être humain Hmm. d'essayer de se différencier en se croyant meilleur, Ouais. ce qui n'est Croire pas qu'on a le forcément. monopole de la vertu, finalement. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est cathartique pour vous d'écrire sur ça, sur le racisme, pour dénoncer, justement? Est-ce que la conscience ou l'espoir de faire un petit geste qui pourrait éveiller ne serait-ce qu'une conscience ici ou une autre là? Je crois que je ne le considère pas comme ça, mais c'est la réalité. Hmm. Je pense qu'en essayant de faire ce qu'on peut pour enrayer le mal, conscientiser, sensibiliser, même très peu, c'est déjà ça. Ouais. Ouais. Puis vous dites que vous allez vous penser que vos prochains récits, vos prochains écrits vont continuer en ce sens. C'est le travail En d'une ce, vie, finalement. en ce sens, pas nécessairement, parce que dans Mémoire vagabonde, il y a plusieurs des nouvelles qui n'ont rien à voir avec le racisme ou C'est la vrai. discrimination. C'est vrai. Euh, je ne dis pas que je pense que ça va revenir encore. Mais Mhm. est-ce que c'est mon leitmotiv? Est-ce que c'est ça qui me pousse à écrire? Non. Je suis intéressé par toutes sortes de choses qui décrivent la vie, qui décrivent la condition humaine. Euh, je crois que tout écrivain, ce que je vis, c'est l'universalité. C'est-à-dire Ouais. que qu'on soit, je sais pas, en Chine ou au Sénégal, qu'on me lise, hein, que le lecteur ou la lectrice se sente touché par ce que j'écris. J'aimerais pas être considéré comme celui qui écrit contre le racisme ou contre la discrimination. Je crois que c'est plus vaste que ça. En Et effet. la condition humaine, le déracinement, l'enracinement, ça Oui. m'interpelle beaucoup. Oui, ben Je ça, pense, c'est là aussi où je voulais en venir parce qu'effectivement, on sent ça dans les personnages, dans les différentes mémoires. Là, on comprend qu'en partie, c'est vos mémoires à vous, d'autres de gens que vous avez connus. Dans Rue des rêves brisés, il y a cette question de déracinement et d'enracinement aussi avec Christophe qui veut pas retourner en Haïti, mais son père aimerait ça justement qu'il connaisse sa terre natale. Euh, Ça aussi, ça demeure, bon, vous avez dit, donc, dénoncer le racisme n'est pas nécessairement votre leitmotiv, mais la question de l'enracinement ou de l'exil, ça aussi, ça habite à peu près tout ce que vous oui, écrivez. oui, ça aussi, ça m'habite et je crois que ça va toujours m'habiter. Au début, on parlait, ça fait plus de 40 ans que j'ai quitté Haïti, mais Mhm. je pense tout le temps à Haïti et je ne suis pas le seul. Je crois que quand on a connu une période heureuse de sa vie, on se la remémore souvent. Et en Haïti, j'étais très bien, j'étais très heureux, malgré, c'est pas un pays riche, malgré la dictature, mais c'était bien. Alors, je pense que le déracinement, ça va être toujours là, mais l'enracinement aussi est important parce que on ne peut pas vivre sans racines. On a Mhm. quitté Haïti, mais le Québec, le Canada, c'est mon deuxième chez moi. Et je peux même me surprendre, ça c'est arrivé à d'autres personnes aussi, en allant quelque part, on s'ennuie un peu. On s'ennuie de notre pays d'adoption. Et, mais c'est un phénomène qui est quasiment mondial. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 300 millions de personnes qui vivent en dehors du pays où ils sont nés. Oui. Donc, ça touche beaucoup de gens. L'enracinement, le déracinement, l'exil, c'est quelque chose quasiment universel. Et plus ça va, plus le nombre augmente.
les gens quittent leur pays au péril de leur vie pour essayer d'avoir une vie meilleure. Ouais. Au sujet de l'exil, vous avez dit, je pense que c'était la Fabrique culturelle, je vous cite, l'exil, c'est abandonner une partie de soi. Oui, Laquelle? c'est tout son passé, Hmm. ses racines, ses amis, ses habitudes, ses coutumes, c'est tout ça l'exil. Souvent, on a tendance à associer le mot avec ok, le bannissement. On est empêché de vivre dans son pays d'origine, mais pour moi, c'est plus large, plus vaste que ça. Hmm. Pour moi, c'est toute personne qui vit en dehors de sa terre natale. Hmm. Donc, oui, on abandonne une partie de soi. Est-ce que vous écrivez pour tenter de la récupérer, cette partie-là? Une bonne question. Une bonne question, mais malheureusement, cette partie-là est irrécupérable. Hmm. D'accord. Parce que les choses changent. Les choses changent, et même si je retournais en Haïti demain matin, ce que j'ai connu, je ne pourrais pas connaître la même chose. Le pays a changé, les gens ont changé. Beaucoup des gens avec qui j'étais sont disparus, sont ailleurs, dans d'autres pays aussi. Donc, c'est irrécupérable. Ça vit dans nos pensées, ça vit dans nos cœurs, mais on ne peut plus recréer cet environnement-là, cette atmosphère-là, ça c'est fini. Donc, et pour moi, c'est aussi bien de se, comment je pourrais dire, de raconter ces histoires-là pour, pour, euh, pour dire aux autres que ça a existé. Parce que souvent, les jeunes, ils ne savent pas. Si on ne leur dit pas comment ça a été, ce que nous autres, on a vécu, ou les gens de ma génération, ça veut dire que ça disparaît. Euh, et c'est peut-être mieux comme ça qu'on peut pas récupérer cette partie-là, mais dans les souvenirs, ça reste. C'est Hmm. pour ça qu'on écrit des choses comme Mémoire vagabonde. Hmm. Mais quand vous parlez de dire aux jeunes, justement, c'était comme ça, on veut que vous, les jeunes, découvriez ça. C'est un petit peu, dans le fond, ce que dit le père de Christophe à Christophe dans Rue des Rêves Brisés. C'est ça, Ouais. exactement, Parce que dans exactement. Rue des Rêves brisés, qui est votre roman, donc deuxième parution, c'est l'histoire c'est l'histoire de bien des choses, mais surtout d'un jeune homme, Christophe, et le nom n'est pas anodin. Mais bon, dont une des trames narratives, c'est que il a 17 ans. Son père veut qu'il retourne à Haïti pendant un mois durant l'été, puis lui, il s'est fait une copine, puis ça ne l'intéresse pas, il préfère passer du temps avec sa copine. À 17 ans, on peut le comprendre. Mais justement, il y a quand même ce tiraillement-là chez lui de quand même vouloir. Je pense qu'il y a une partie de lui qui veut quand même connaître la terre natale, mais bon, à Oui, 17 ans, on se rend compte que. En fait, des fois, à 17 ans, je pense que on sait c'est quoi la bonne réponse, mais on veut pas l'avoir. c'est ça, c'est ça. Et puis, um, le déracinement, tout à l'heure, on parlait de souvenirs. On se remémore les choses avec nostalgie, mais on a aussi tendance des fois à les embellir. Mhm. Euh, Par contre, Christophe, c'est ce qu'il est, il est habitué enfin à entendre de belles histoires. À l'adolescence, il se rend compte que ce que j'ai entendu, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Mhm. Parce qu'il y a ce qu'on entend, il y a ce que la télévision montre, il y a ce que les journaux racontent. Et là, les jeunes, ils sont tiraillés. Et il y a la culture à la maison, il y a l'histoire à la maison, il y a l'histoire et la culture à l'extérieur de la maison. Donc, c'était le cas de Christophe. Mhm. Euh, donc, ce qu'il a connu enfant et ce qu'il connaît à l'adolescence, son expérience a changé. Il ne veut plus retourner en Haïti. Euh, bon, probablement les, les, les adultes aussi, parce qu'il y en a Ouais, sa mère, beaucoup elle de. veut rien. La mère de Christophe, donc la femme du père, elle veut rien savoir de tourner en Haïti. Mais souvent, les femmes sont plus, comment je dirais, elles sont plus réalistes. Hmm. Donc, quand elles sont, c'est pas négatif, hein, mais elles ont les pieds à terre et puis elles peuvent décider et puis nous mettre dans le droit chemin, quoi. Hmm. Alors, elle veut savoir, mais le mari, lui, il veut repartir. Hmm. Il veut repartir. Alors, souvent, on me demande, mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il est reparti vraiment? Je pense C'est que vrai? c'est au lecteur ou à la lectrice de décider.
Et à moins qu'un jour, je décide d'écrire une suite, ce qu'on me demande souvent aussi. Ah Mais oui, ça, on n'est pas rendu là encore. vous n'êtes pas rendu là. Non. Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent des suites, même des fois quand c'est pas prévu. Mais parlant d'écrivains, il y a Didier Kabagema qui nous demande quels sont les écrivains qui vous ont influencé? Alors, on a parlé bien sûr de vos lectures quand vous étiez jeune, mais qui vous a influencé comme auteur? Ah, il y en a beaucoup. Il y en OK. a beaucoup et j'aimerais bien dire, il y a des gens qui disent, moi, c'est tel écrivain. Moi, c'est pas le cas. Je crois que ce qui m'a influencé, ce qui m'a formé, c'est la somme de toutes les lectures que j'ai faites. C'est sûr qu'il y a des écrivains que j'admire, que j'aurais aimé pouvoir écrire comme ça. Quand on parle de Jacques Roumain, quand on parle de Garcia Marquez, quand on parle de Romain Gary, c'est des gens, Dostoevsky, c'est des gens que j'adore. Et puis, il y a aussi des gens qui sont encore vivants, que je lis beaucoup avec plaisir. Euh, mais je n'arrive pas à citer un auteur ou une auteure en particulier. Je crois que Hmm. c'est la somme de toutes mes lectures, de toutes mes rencontres. Et aujourd'hui encore, j'en découvre qui m'éblouit. Euh, donc, c'est tout ça. Hmm. C'est la somme des lectures. La somme des lectures. Merci pour cette réponse. Merci pour cette question, Didier Kabagama. Et n'hésitez pas, comme je vous dis, mesdames, messieurs, faites comme Didier, vous pouvez poser des questions dans Zoom, fonction questions-réponses, ou par Facebook, aussi dans le champ commentaires. On disait justement que votre roman Rue des rêves brisés, bon, est arrivé après votre premier recueil de nouvelles, mais vous me disiez aussi, ben, j'aime beaucoup la nouvelle, j'affectionne cette forme-là. Mais pourquoi donc avoir décidé d'un roman avec Rue des rêves brisés? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette histoire qui nécessitait un roman? Euh, c'est une histoire dans laquelle je voulais établir, comment je pourrais dire, c'est une histoire qui est plus longue à raconter. Mhm. Et en passant, des fois, c'est même pas moi qui décide. C'est sûr que j'ai une prédilection pour les nouvelles et souvent je me dis c'est une nouvelle, mais il y en a plusieurs nouvelles que j'ai commencé que je ne peux pas finir non plus parce que elles ne veulent pas être des nouvelles. Hmm. Souvent, c'est l'histoire qui décide, c'est le personnage qui décide. Donc, j'en ai beaucoup que j'ai commencé, mais on voit, OK, c'est 10 pages, 15 pages, 20 pages. Je suis, j'ai jamais écrit de nouvelles publiées qui ont 20 pages. Hmm. Alors, quand ça arrive, je me dis non, c'est pas une nouvelle, ça va être un roman. Ça va être un roman qui va arriver plus tard. Donc, mais Rue des rêves brisés, j'avais décidé d'écrire un roman. Alors, j'ai écrit un roman. Mais parfois, c'est pas l'auteur qui décide. C'est le personnage. Est-ce que c'était vraiment différent dans la préparation? Par exemple, avez-vous fait un plan? Est-ce que vous y êtes pris différemment pour l'écriture du roman que l'écriture des nouvelles? En général, j'ai pas de plan. J'ai pas de plan. Je ne sais même pas comment ça va finir. Hmm. Et je crois que c'est ce qui est intéressant. En tout cas, quand j'écris, pour moi, je découvre des choses. Euh, Même à l'école, faire un plan, savoir qu'à telle page, il va se passer telle chose. Si je le sais, probablement que je ne l'écrirai pas parce que je ne serai pas surpris par ce qui va arriver. Hmm. Non, j'ai pas de plan. J'écris et puis des fois, je pense à quelque chose et quand je l'écris, au final, c'est le contraire. Ah oui. Oui, c'est tout à fait le contraire. Alors, ça aussi, c'était pas prévu. Donc, j'aime bien me surprendre. J'aime bien, comme le lecteur, je ne sais pas ce qui va arriver, même si souvent, je peux avoir une très bonne idée aussi. Et puis, c'est ça que je veux dire. Mais tant que c'est pas publié, c'est pas, ça veut pas dire que c'est ça. Ça peut changer. Le bon peut devenir le méchant et puis Hmm. euh, le caractère peut changer. Donc, il y a un côté aventurier dans l'acte d'écriture, en tout cas pour moi. Je sais qu'il y en a qui font des plans et puis qui savent exactement combien de pages et puis tout, mais pour moi, c'est pas le cas. Hmm. Donc, ni pour votre roman, ni pour vos nouvelles. Pourquoi vous êtes revenu aux nouvelles pour votre troisième publication? Trop de choses à raconter? Euh, il y a ça. Il y a ça parce que la nouvelle permet de toucher à différents sujets en même temps. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Euh, j'ai commencé à être publié à un âge avancé. Donc, il ne me reste pas 40 ans d'écriture devant moi. Je ne pourrais pas dire je vais fêter 50 ans de vie littéraire, ça n'arrivera pas. Alors, avec la nouvelle, j'ai la capacité de voyager, de toucher à différentes choses, de développer différents personnages.
Un roman, on peut avoir différents personnages là-dedans aussi, mais c'est pas traité de la même façon. Et pourquoi j'en suis revenu, je ne sais pas. Je pense tout le temps, continuellement, je pense à des histoires. Ah oui. J'entends des choses, une phrase et tout. Alors, ça fait des nouvelles, hein, ça fait des plans de romans pour plus tard. Mais le prochain, actuellement, je travaille sur un roman. On verra si ça va aboutir ou pas. Mais là, c'est un roman, vous êtes certain, là. Allô? C'est un roman, vous êtes certain que c'est C'est un un roman. roman. C'est pas des nouvelles. Non, je suis rendu trop loin pour dire que ça ne va pas être une nouvelle. Par contre, tout en travaillant sur le roman, il y a des idées de nouvelles là aussi qui naissent. Hmm. On verra plus tard. Mais définitivement, les deux genres m'intéressent et je vais continuer à pratiquer les deux genres. Êtes-vous du genre à travailler sur deux nouvelles en même temps, deux, trois nouvelles? Comment ça marche? Ou c'est une nouvelle à Euh, la fois, on ça m'est ferme le déjà tiroir, on en arrivé ouvre de, un autre? ça m'est déjà arrivé de travailler sur deux, mais sur trois, non. Je pense que Ah, là, mon cerveau va être mélangé. Ce qui arrive plus souvent, c'est qu'en travaillant sur un roman, je peux travailler sur une nouvelle. hmm. Mais j'aimerais bien avoir deux, trois projets en même temps, mais non, je ne crois pas. Parce que quand j'écris, je suis habité par l'histoire. J'y pense continuellement. Le dénouement, j'arrive à tel pas, je suis bloqué, qu'est-ce que je fais? Alors, s'il faut que j'ai deux, trois histoires en même temps, c'est beaucoup. Peut-être que je ne serais pas capable. C'est une grosse charge mentale. Voilà. Est-ce que vous aviez commencé à écrire certaines nouvelles de Mémoire vagabonde pendant que vous terminiez Rue des rêves brisés? En fin de compte, quand je termine quelque chose, il faut tout de suite que je recommence, que je Ah oui, commence quelque chose de nouveau. d'accord. C'est pour ça Quand que vous vous êtes les déjà en brisés, train de travailler un roman. oui, oui. Mémoire vagabonde Et terminée, tout prochain à fait. appel. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est comme s'il y avait Hmm. une urgence d'écrire le plus possible. Et puis, bon, idéalement d'être publié le plus possible aussi. Mais il y a une urgence en ce sens que je suis venu tard. C'est comme si j'essayais de rattraper le temps perdu. Donc, quand je finis un projet, je pense tout de suite au prochain. Hmm. Et c'est une façon aussi de me garder éveillé, de me garder alerte. Et évidemment, dans tout ça, la lecture est toujours là. Ouais. Je continue d'être un grand lecteur et puis de lire beaucoup. Ça Hmm. reste toujours la meilleure école parce que oui, j'ai publié trois livres, mais je me considère toujours comme un débutant, quoi. Quand vous parlez de rattraper le temps perdu, vous voulez dire toutes ces années où vous avez peut-être un petit peu écrit ou mis ça en veilleuse puis pas publié, c'est ça? Oui, parce que c'est quelque chose à laquelle que je pensais depuis des années. Ben, évidemment, pour toutes sortes de raisons, j'ai pas été publié, mais je pense que il y a un peu de temps perdu, mais en même temps, ça m'a formé. C'est-à-dire, mon bagage est plus riche. Hmm. Qu'est-ce que j'aurais écrit peut-être à 30, 40 ans, je ne sais pas. Il y a des gens qui écrivent des chefs-d'œuvre à 30 ans. Mais bon, c'est pas un regret. OK. C'est pas arrivé, c'est pas arrivé. J'ai réalisé d'autres choses dans ma vie dont j'en suis fier. Et puis l'écriture, c'est une partie de ma vie, quoi. Une partie importante, mais c'est une partie. Mais vous avez donc, vous me disiez dans vos tiroirs, vous êtes tombé sur des trucs que vous aviez écrits à 30, 40 ans, des trucs que vous aviez écrits auparavant. Qu'est-ce que ça vous Oui, fait quand vous les relisez? bon, il y en a que tu dis, bon, vraiment, ça ne tient pas Recyclage. la route. Mais ça m'arrive souvent aussi d'être assez étonné, assez surpris. Je crois que la graine était déjà là. Hmm. Alors, souvent, les gens disent ça, et puis, bon, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais ces cahiers-là, je les ai encore. Je les gardés. Tout à l'heure, je parlais du journal des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal. Je crois que je suis peut-être l'un des rares à avoir encore des exemplaires. Donc, c'est juste pour montrer que l'écriture, c'est pas quelque chose qui est venu par hasard, ou bien un beau matin, je me suis levé et dit, ah, je vais écrire un livre. C'est quelque chose qui était déjà en moi depuis des années. Voilà. Il fallait juste attendre le bon moment, la bonne circonstance, en fait. Exactement. Hmm. Exactement.
nos spectateurs nous posent des questions quant à vos lectures aussi, pas juste les écrivains qui vous ont influencé. C'est Julie Huard qui demande, je salue Julie, bonsoir, les écrivains et écrivaines du Québec, de l'Ontario et de la région d'Ottawa-Gatineau que vous appréciez particulièrement sont lesquels? Celles et ceux qui vous font voyager, c'est qui? Oh mon Dieu, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et justement, Julie en est une parce que je suis en train de lire un de ses livres. Hmm. Une grande voyageuse Euh, elle-même. j'ai beaucoup de plaisir. Michel Vinet, Hmm. dont j'adore la plume. Didier Leclerc, Melchior Bonimba, Daniel Vallée, il y en a beaucoup. Gabriel Osson, Hmm. il y en a plein. Euh, oui, du Québec, évidemment, il y en a d'autres aussi. Gilles Archambault, j'aime beaucoup. Je pense que c'est l'un de mes préférés même, Monsieur Ah oui. Archambault. Euh, Pourquoi? cette simplicité mariée à cette sagesse, à beaucoup d'ironie, d'humour, mais aussi très profond. Hmm. Et l'écriture, euh, sa simplicité d'homme, mais sa simplicité dans l'écriture. C'est-à-dire, on lit, c'est facile, ça coule, mais en même temps, ça nous fait réfléchir. Donc, puis, c'est un adepte de la nouvelle aussi, que beaucoup de nouvelles. Donc, non, c'est un bonhomme que j'aime beaucoup. Hmm. Cette simplicité-là que vous dites, ça coule justement, est-ce que c'est vous essayez de tendre vers ça comme écrivain vous-même? J'aimerais beaucoup parce que la simplicité pour moi, c'est très important. Il y a quelqu'un qui m'avait fait un compliment que j'ai jamais oublié. C'est Hmm. quelqu'un qui ne lit pas. C'est pas quelqu'un qui a fait beaucoup d'études. Et puis, qui me dit, j'ai lu Aram des érables et des palmiers, de la première à la dernière page, j'ai tout compris. Et j'ai beaucoup aimé. Ah oui. Donc, pour moi, c'était un beau compliment parce que la simplicité dans l'écriture, c'est essentiel. Donc, oui, c'est une des raisons pour laquelle j'aime euh, monsieur Gilles, oui. Hmm. Vous parlez de simplicité. Il y a une chose aussi qui est importante pour vous, d'après ce que j'ai entendu, je pense que c'était dans le cadre d'une table ronde, la vraisemblance aussi, c'est important pour vous. Dans Oui, l'écriture, dans les circonstances, tout ça. Mais ma question pour vous, c'est, je peux comprendre que en fait, pour beaucoup d'auteurs, c'est pas facile la vraisemblance dans les dialogues, entre autres, c'est vraiment ardu. Mais comment est-ce qu'on peut travailler la vraisemblance, justement? je sais pas si j'ai la bonne réponse, mais d'y aller aussi simple que possible, hein, de raconter la vie. Hmm. Parce que la vie est là, c'est la vraisemblance. Euh, je sais, et j'aimerais le faire aussi, il y a des auteurs pour qui c'est pas important. Il y a tout le décorum du réalisme merveilleux, qui est bien aussi. Et peut-être qu'un jour, je m'essayerai. Peut-être que j'ai pas le talent qu'il faut. Je reste à la vraisemblance, mais j'aimerais bien à un moment donné être invraisemblable. Tout à l'heure, je parlais de Gabriel Garcia Marquez, que j'aime beaucoup. Oui. Et des fois, on lit, je dis, on ne sait pas, il y a tout le réalisme merveilleux. J'aimerais bien y toucher. J'ai des auteurs que j'aime bien qui le font de façon excellente. Mais pour l'instant, je crois que je reste au niveau de la vraisemblance parce que c'est peut-être ce que je maîtrise le mieux. Et vu que je raconte la condition humaine, je raconte ce qui m'entoure, ce qui se passe autour de moi. Alors, c'est probablement pour cela que je priorise cette façon d'écrire. Hmm. Donc, dans vos prochains écrits, le roman qui est en chantier, encore une fois, on est dans la même vraisemblance en quelque sorte. Tout à fait, tout Oui. à fait. Oui, du moins, c'est ce que je vise. C'est ce que je vise. Euh, mais, mais, mais pour être franc, des fois, j'aimerais avoir euh, cette capacité peut-être de mettre autre chose, plus de folie Hmm. dans les personnages. Ah oui. Euh,
Peut-être un jour. Qu'est-ce qui vous Sûrement pas inspire? le, sûrement pas le premier, mais peut-être un jour, oui. Ouais, peut-être pour un recueil de nouvelles. Qu'est-ce qui vous inspire vos personnages? La Je vie. comp- La vie, oui. Les gens que La vous vie, rencontrez? les gens que je rencontre, dans les histoires que j'entends, les gens que j'ai connus. Et parfois, par exemple, le bouton dans le dernier, dans Mémoire vagabonde, j'étais avec un Mhm. ami, il me raconte une histoire de bouton. Et puis tout de suite, pour moi, c'est une nouvelle, automatiquement. Donc, c'est ça qui m'inspire. Ce que j'entends, ce que je vois, ce qui me revient en mémoire. Euh, voilà, c'est la vie de tous les jours, quoi. Janine Messadier dit Mémoire vagabonde est un très beau titre. Il est venu comment? Ah, quand j'ai commencé à écrire les nouvelles, j'avais pas de titre. C'est venu plus tard, quand j'ai réalisé que euh, la plupart des nouvelles, les nouvelles se passaient dans des villes différentes. Oui, D'habitude, ça se passe au Québec, au Canada ou en Haïti. Mais là, ça se passait à New York, à Beijing, à Port-au-Prince, à Montréal, oui. à Miami. Et pour la majorité de ces nouvelles-là aussi, je faisais appel à ma mémoire pour les écrire. C'est des choses que j'ai vécues, que j'ai connues, que j'ai entendues. Et donc, par la suite, le titre s'est imposé tout seul. C'était mes mémoires, mais qui vagabondaient dans différentes villes. Hmm. Mais vous-même, vos vagabondages, si je puis dire, dans différentes villes, vous ont manifestement inspiré. Vous voyagez beaucoup? Non, je Non? ne voyage pas beaucoup. Mais vous mettez Plus Miami, New jeune, York et Beijing j'ai en pas eu cette scène? chance ou cette capacité-là. Je voyage beaucoup dans ma mémoire, Hmm? dans mes lectures, mais physiquement, j'ai voyagé, oui. Mais je peux pas dire que je suis un grand voyageur qui va faire deux, trois voyages par année. Non. Euh, Peut-être ça viendra plus tard, mais pour l'instant, je peux pas dire, je ne me considère pas comme un grand voyageur. En passant, juste pour vous dire qu'il y a Michel Vinet, que vous avez cité tout à l'heure, là, vous l'avez mentionné parmi Oui? les auteurs et autrices de la région que vous affectionnez particulièrement. Elle est à l'écoute et donc elle vous remercie Ah, pour, euh, pour ce beau témoignage. Je voudrais terminer avec l'espoir, justement, parce qu'on en a parlé au début, puis je pense que c'est important, parce qu'on a commencé l'entretien en parlant de ce qui se passe à Haïti. On ne peut pas en faire fi, évidemment. Puis Rue des Rêves brisés, et comme dans certaines de des nouvelles de Mémoire vagabonde, ben, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir malgré tout. Euh, à quel point c'est important pour vous, justement, que votre... Parce que je comprends, là, ça fait une heure presque qu'on parle ensemble, vous êtes un optimiste, vous avez de l'espoir, vous l'avez dit. À quel point c'est important qu'il y ait de l'espoir, justement, dans ce que vous écrivez, même quand vous écrivez des trucs qui sont pas particulièrement joyeux, là. Je pense à ce qui se passe en rue des Rêves brisés. écoutez, s'il n'y a pas d'espoir, ça veut dire que tout est fini. Hmm. Alors, si tout est fini, il vaut mieux tout abandonner et à la rigueur, il vaut mieux mourir. Je crois que le propre de l'être humain, c'est de se battre. Euh, Si je parle d'Haïti, Oui. la naissance du pays n'a pas été facile. Et pour certains, c'était quasiment une tâche impossible. Pourtant, ils ont réussi. Je crois que on dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, on on- on n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix. Il faut avoir de l'espoir, mais pas seulement avoir de l'espoir pour avoir de l'espoir. Et puis, je dis, bon, j'espère que quelque chose va arriver, que Dieu va faire telle chose, que ça va. Non. C'est-à-dire, il faut avoir de l'espoir, mais en même temps, se donner les moyens pour réussir ce qu'on veut réussir, pour se donner les moyens, faire l'effort nécessaire pour changer ce qui a changé. Donc oui, il faut avoir de l'espoir, mais c'est avec du travail et de la détermination aussi. Est-ce que la littérature, c'est un de ces moyens-là, selon vous? La littérature peut changer les choses, oui. Euh, c'est un des moyens et il peut y avoir 10 000 autres moyens. Je pense que c'est à chacun, à chacune de voir c'est quoi mon rôle, qu'est-ce que je peux faire. Et je dis souvent, si un être humain peut aider dans sa vie juste un autre, juste un, c'est déjà beaucoup. Alors, oui, la littérature, pour moi, ça peut être un des moyens parce que beaucoup l'ont dit, parfois ils lisent un livre et ça change leur vie. C'est vrai. Donc, et même si ce n'est pas le cas,
lire un livre pendant 1 heure, pendant 2 heures, à voyager, rêver, c'est déjà emmener la personne sur une autre planète, dans un autre monde, et puis mettre un peu de baume à son cœur. Voilà. Hmm. C'est, Mémoire vagabonde, c'est dédié à Maya. Vous écrivez oui. votre première petite princesse. Un jour, elle va vous lire. Oh, je l'espère fortement. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'elle retienne de votre livre? Euh, Qu'elle se dise, grand-papa a décrit comment les choses étaient, mais aujourd'hui, c'est mieux. Oui. Que tout ce qu'il y a de moins lumineux dans le livre, les histoires ou les habitudes, que ça soit du passé et que disent, ouais, c'est de l'ancien temps, quoi. Comme les jeunes disent souvent, ils disent, ah, c'est de l'ancien temps. Maintenant, on est mieux. C'est ce que j'espère. Hmm. Ben, je partage votre optimisme, Guy Bélisard. Comme vous dites, c'est absolument nécessaire, tant pour la suite des choses pour tout le monde que pour Haïti, bien sûr, là, qui est plongé dans les tourments qu'on connaît. Guy, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Puis merci à vous aussi, mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres. Merci pour vos questions. Et bien sûr, que vous soyez avec nous par Facebook ou par Zoom, vous pouviez toujours poser des questions. Puis je vous le dis, soyez des nôtres pour la dernière croisée des mots. Ça va être votre dernière chance au mois d'avril de poser des questions à un auteur parce qu'effectivement, la dernière croisée des mots de la saison, ben, ça s'en vient. Malheureusement, mais ça s'en vient. En fait, ça sera le 16 avril à 19 heures. Ça sera organisé cette fois-ci en collaboration avec la Bibliothèque publique d'Ottawa. J'aurai la chance de recevoir le poète et artiste visuel Gilles Lacombe, qui est lauréat du prix Trillium 2023. On parlera entre autres de Circé des Hirondelles, son dernier recueil de poésie, qui, et là je cite le jury du prix littéraire Trillium 2023, recueil qui dégorge d'images riches et friandes d'émotions. En outre, le jury dit l'alliage entre sa dimension visuelle dense et son rythme savamment composé propose une expérience tout à fait singulière. Nous éprouvons de la compassion pour le personnage poétique, un être profondément blessé qui nous offre son cœur en toute douceur, à en proie à un immense deuil. Alors, ça promet. On va parler des ressorts fictionnels et non fictionnels de son écriture. Donc, comme je vous dis, soyez des nôtres pour notre dernière croisée des mots de la saison. Je vous rappelle que c'est le 16 avril à 19 heures. Et puis, pour la saison prochaine, ben, je ne peux pas vous en dire davantage, je ne le sais pas plus que vous, mais j'espère bien sûr vous retrouver. Alors encore une fois, ben, Guy Bélisère, merci beaucoup. Je rappelle donc que votre dernier recueil, votre plus récent recueil de nouvelles s'intitule Mémoire vagabonde. C'est publié chez les éditions Terre d'accueil. Vous avez aussi votre tout premier recueil de nouvelles à l'ombre des érables et des palmiers. C'est publié chez l'Interligne. Votre roman, on en a parlé, Rue des rêves brisés, aussi publié chez l'Interligne. Et puis ensuite, là, on sait que on va vous recevoir, entre autres, à la croisée des mots tôt ou tard, parce que vous allez publier un deuxième roman, une quatrième parution tôt ou tard. Est-ce que vous avez j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous avez une date de fin? Est-ce que vous avez donné une date butoir pour terminer votre écriture par hasard? Je n'ose pas. Je n'ose pas parce que je me donne une date et je n'arrive pas à la respecter. Bon, Alors, j'écris et puis j'espère pouvoir finir en 2024. bon, ben, comme vous êtes un Quel homme mois, je ne sais d'espoir, pas. C'est comme vous êtes ça. un homme d'espoir, on va espérer pour 2024, nous aussi. Alors, c'est Effectivement. tout. Et encore une fois, mesdames, Merci beaucoup, messieurs, je oui. tiens à remercier nos partenaires. Ils sont importants parce que sans eux, la croisée des mots ne peut pas avoir lieu. Alors, je remercie le Conseil des arts du Canada, la Ville d'Ottawa, le Conseil des arts de l'Ontario, le gouvernement de l'Ontario et Patrimoine canadien, donc les partenaires de la croisée des mots, et de la AOF, l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Mesdames, messieurs, je m'appelle Hugues Bourdin-Dumouchel. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Bonne soirée. À la prochaine. Merci, Hugues. Bonne soirée. Merci, Guy.